Leaders. Ahlan wa sahlan. Nous sommes tous, quand on a la chance ou l'opportunité de le faire, d'aider à suturer les blessures arabes qui saignent. Il y en a 5 ou 6 aujourd'hui. Et la seule idée que je puisse contribuer un chouïa à ce que une de ces blessures se suture, je suis toujours preneur. Avant cela, j'étais dans une mission au Myanmar qui m'a énormément attristé parce que nous avons essayé de retarder l'inévitable opération militaire assez sauvage qui a eu lieu dans la province du Rakhine. On a fait ce qu'on a pu, mais malheureusement, juste après la fin de notre travail, l'armée a... Donc en Libye, moi je considère que c'est une blessure, et c'est une blessure qui a besoin d'être suturée parce que la situation s'est aggravée jusqu'à devenir non seulement une menace pour les Libyens eux-mêmes, mais aussi une menace pour la paix et la sécurité en Méditerranée. Pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour l'Algérie, mais aussi pour les relations nord-sud qui sont menacées par différentes sources, dont notamment le possible établissement de cellules durables terroristes en Libye, et par cette espèce de panique face à la migration irrégulière vers l'Europe, qui produit en Europe même, comme on l'a vu encore récemment avec les élections allemandes, qui produit un effet négatif sur l'électorat en favorisant l'apparition, le développement de courants chauvins au sein même des pays européens. Donc la Libye, à la fois en ce qu'elle est pour les 6,5 millions de Libyens, mais aussi pour ses voisins, mais aussi pour les relations nord-sud, devient une source de soucis. Donc participer à contenir ce souci, sinon à régler le problème entièrement, ce à quoi je travaille véritablement, est quelque chose qu'on ne peut pas refuser, que je crois à n'importe quelle personne. Mais il y avait une raison supplémentaire, c'est que j'ai travaillé pour Kofi Annan, j'ai travaillé pour les organisations multilatérales, j'ai enseigné pendant très longtemps les organisations internationales et le droit international, et sur le rôle de la Libye, le rôle de l'ONU en Libye, on a eu presque une demi-année de louvoiement, de retournement, de désignation de personnes qui ont été refusées, etc. Et le mandat de M. Guterres a aussi été affecté par le fait que les vétos mutuels des uns et des autres contre les candidats qui ont été présentés a affaibli le secrétaire général à son entrée en mission et a affaibli le rôle de l'ONU en Libye. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont été désignées mais qui ont été victimes de veto mutuel de la part des 5 membres permanents. Donc le secrétaire général a pensé qu'une candidature plus impartiale, moins alignée sur telle ou telle puissance, était de nature à être acceptée par les 5 grands. Donc il s'agissait aussi presque de sauver l'ONU et le rôle de l'ONU en Libye. Donc il a beaucoup insisté sur le fait qu'ayant pris le pouls des 5 grands, il n'y avait pas d'opposition à ma désignation et que je devais, par conséquent, par fidélité à une organisation avec laquelle j'avais travaillé déjà, à ce que j'accepte ce poste. Donc il y avait la raison libyenne, mais aussi la raison onusienne. Donc vous avez des garanties pour réussir? Je n'ai pas de garantie pour réussir. Je n'ai pas de garantie pour réussir. Mais ce n'est pas quelque chose... Ce ne sont pas des questions que je me pose quand je prends un travail. Il y a des optimistes actifs, il y a des optimistes passifs, et il y a des pessimistes actifs et des pessimistes passifs. Moi, je suis plutôt un homme qui ne calcule pas en termes de pessimisme et d'optimisme. Je fonctionne sans calculer mes chances de succès.
Et il y a des fois où ça marche et il y a des fois où ça ne marche pas. Mais la seule question que je me pose, est-ce que je dois ou je ne dois pas prendre une nouvelle mission? Le cas de Myanmar était désespéré, mais je n'ai pas dit non à Kofi Annan quand il a formé sa commission. Le cas de la Libye n'est pas désespéré, mais il est très difficile. Je le reconnais, je suis assez réaliste pour le reconnaître, mais je ne me pose pas la question de mes chances de succès. Mon avenir est très largement derrière moi, je ne suis pas à la recherche de gloire ou d'un job. Mais la question que je me suis posée, est-ce que je dois cela à l'ONU, est-ce que je dois ça aux Libyens? Et la réponse a été oui. Donc je n'ai pas beaucoup hésité avant d'accepter, je n'ai pas calculé les chances de succès et d'échec. Vous avez soumis un plan d'action, vous avez engagé 2 rounds de consultation, de rédaction, de révision de l'accord politique. Où en êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, nous avons un plan d'action qui est très large, très ambitieux, qui comprend pas mal de chapitres. Donc il y a effectivement la révision de l'accord politique, il y a l'organisation d'une conférence nationale de réconciliation des Libyens, il y a l'organisation des élections présidentielles, municipales et parlementaires avant la fin de l'année prochaine. Il y a aussi le renforcement du fonds de stabilisation de la Libye financier. Il y a bien entendu une tentative d'engager un processus de désarmement des milices. Il y a un processus de réunification de l'armée. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons engagé tous ces éléments du plan d'action en même temps. Donc il y a des choses qui ont commencé, il y a des choses qui sont en préparation, il y a des choses qui ont bien avancé, il y en a d'autres qui sont encore dans le starting block. Il y a différents niveaux de progrès. Pour ce qui concerne le premier point, qui est la révision de l'accord politique, c'est une demande des Libyens, ce n'est pas quelque chose, c'est une demande des Libyens à laquelle j'ai souscrit. Ils veulent un peu normaliser leur pouvoir exécutif, qui maintenant est formé d'un président et d'un gouvernement extrêmement mélangés dans leurs compétences. Et quand vous voyez comment faire cela, il n'y a aucun mécanisme dans l'accord politique de Skhirat pour dire comment séparer ces deux corps qui ne doivent être séparés, qui sont le gouvernement d'un côté et le poste de chef d'État de l'autre. Donc nous avions l'article 12 de l'accord politique qui dit que cela peut se faire par une consultation des deux assemblées, l'Assemblée parlementaire qui siège à Tobrouk et le Conseil d'État qui siège à Tripoli, et qui doivent s'entendre sur des amendements. Et ensuite, ces amendements doivent être adoptés par le Parlement de Tobrouk. Nous avons fait ça. Nous avons étudié les amendements. Malheureusement, il y a eu des demandes supplémentaires qui concernent le rôle de l'armée, qui concernent le processus constitutionnel, etc. Donc c'est allé dans plus d'un sens. Mais comme l'agenda est fixé par les Libyens eux-mêmes, nous avons simplement rationalisé la discussion. Je suis heureux que pour la première fois depuis l'accord de Skhirat, c'est-à-dire en près de 2 ans, les deux assemblées acceptent de se reconnaître mutuellement et acceptent de former une commission commune, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, toutes les tentatives pour créer cette commission jointe avaient échoué. Donc nous avons créé, et ça c'est un précédent important pour l'avenir, tant que l'accord politique est ceux qui, comment dirais-je, gèrent la vie politique dans ce pays. Nous avons réussi aussi à établir des règles du jeu pour le fonctionnement de cette commission, qui ont été acceptées par les deux parties. Nous avons réussi également, et ça c'est important, à ce que les deux parties disent quelles sont les lignes rouges qu'ils n'accepteraient jamais à l'autre partie de dépasser. Ce qui a permis en réalité de réduire le fossé qui séparait deux assemblées qui ne s'étaient pas parlé une seule fois depuis l'accord de Skhirat, alors que l'accord de Skhirat, dans 8 endroits différents, exige qu'il y ait un dialogue ou une activité commune, une commission jointe en réalité, pour réaliser cet accord politique. Donc nous avons activé un aspect essentiel de cet accord.
de cet accord politique qui était entièrement, en fait, comment dirais-je, frigorifié jusqu'ici. Maintenant, pour les amendements, il y a eu du progrès, beaucoup plus que beaucoup de gens pensaient. Il y a eu du progrès sur l'article 8 qui concerne les militaires. Il y a eu du progrès sur le processus constitutionnel. Il y a eu du progrès surtout sur la composition du pouvoir exécutif, sur le choix du pouvoir exécutif, sur la façon de distribuer les compétences entre le Conseil présidentiel et le gouvernement, sur comment dirais-je, le choix d'un président et de deux vice-présidents plutôt qu'un système de rotation dans un triumvirat, etc. Tout cela a été déjà réglé. La conversation a bloqué pour chacun de ces trois points sur un point particulier. Sur le processus constitutionnel, il y a une division un peu des opinions sur s'il faut passer au référendum sur le texte constitutionnel après sa révision ou sans avoir à le réviser. Non pas qu'il ne fasse pas le réviser, mais parce que beaucoup de gens ont peur que si jamais on rouvre le dossier de la rédaction, il se peut qu'il n'y ait pas le même accord qui est exigé par l'accord politique, c'est-à-dire le tiers des membres de la commission de rédaction. Et donc, ils disent qu'il faut aller au référendum, quelle que soit notre opinion sur le contenu de ce draft. Sur la question de l'article 8, je crois qu'on a beaucoup avancé, mais il fallait l'accord des concernés, c'est-à-dire des autorités militaires et non pas seulement des autorités parlementaires. Sur la question de l'exécutif, on a beaucoup avancé, ça a bloqué sur le rôle comparé du Parlement et du Conseil d'État dans l'élection du nouveau Conseil présidentiel. Après 2 sessions. Donc je n'ai pas appelé à une 3e session parce que je crois que la commission jointe a donné ce qu'elle a pu donner. On commençait à se répéter à la fin. Donc j'ai envoyé les commissaires auprès de leurs autorités respectives avec, non pas avec un panier vide, mais avec des propositions de compromis entre les deux. Et je leur ai donné 2 ou 3 semaines pour tenter de convaincre leurs autorités respectives d'accepter une des formules de compromis qu'on leur a données. Et je les rappellerai ensuite, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de piocher encore. Je crois qu'on a ces 3 domaines, on les a étudiés jusqu'à ad nauseam et qu'il ne fallait pas continuer l'exercice. Vous avez été reçu par le ministre des Affaires étrangères, par le président de la République, Béji Caïd Sebsi. Vous avez des rapports continus, étroits avec les autorités tunisiennes? Vous savez, c'est pas parce que vous êtes une publication tunisienne que je vais vous dire ça, mais la vérité c'est que nous devons beaucoup à la Tunisie. C'est-à-dire, en 2014, la mission a dû être évacuée et plusieurs propositions étaient là, Malte, le Caire, etc. Puis en fait, la Tunisie s'est imposée comme un choix et les autorités tunisiennes nous ont reçus les bras ouverts. Les autorités du port de l'aéroport de Tunisie sont extrêmement charmants avec nous parce qu'on fait ce voyage quotidien sur Tripoli ou sur Benghazi tous les matins pratiquement. Nos employés vivent pour la plupart à Tunis, même si maintenant notre antenne à Tripoli est en train de grandir tous les jours, notamment pour ceux qui travaillent dans les services qui exigent un lien quotidien avec les ministères libyens. Nous devons tout cela à la Tunisie, à la paix en Tunisie, à la sécurité en Tunisie, à la coopération des autorités tunisiennes. Moi, personnellement, j'ai la chance de connaître Monsieur le Président depuis plusieurs années et de l'apprécier beaucoup. J'ai joué un petit rôle, tout modeste, dans la mise en place de la charte des partis en 2014 en Tunisie et j'en garde un souvenir très heureux de cette séance que nous avons eue à la municipalité de Tunis où tous les chefs de parti ont signé un engagement à accepter les résultats des élections
Et je donne tout le temps en Libye cet exemple, ce cas en exemple à mes amis libyens en leur disant je veux bien vous organiser des élections, mais il me faut d'abord que vous acceptiez de respecter et d'accepter les résultats des élections avant de les organiser, parce que le pays n'a pas besoin d'un troisième parlement, il en a déjà deux, il n'a pas besoin d'un quatrième gouvernement, il en a déjà trois, et il n'a pas besoin d'un président alors qu'il a déjà un conseil présidentiel. Donc il faut véritablement que l'idée même de rotation, l'idée même que l'élection, ça sert à l'alternance et non pas à l'accumulation, entre dans la tête de nos frères libyens pour qu'on puisse leur organiser des élections. On n'aggrave pas leur mal, mais on contribue un peu à les aider à le dépasser. L'initiative prise par la Tunisie conjointement avec l'Algérie et l'Égypte est en train d'avancer. Elle coïncide un peu avec ce qui se vérifie sur le terrain. Écoutez, c'est un forum utile. Je ne dis pas que c'est un forum qui a jusqu'ici un impact très, très puissant sur la situation libyenne, qui est bien compliquée, je dois avouer. Mais c'est un forum utile parce que je pense que c'est un message qui est envoyé à nos amis libyens que les pays directement limitrophes de la Libye sont soucieux, que le mal libyen ne les atteigne pas. Et sont soucieux aussi de leur donner un coup de main. Maintenant, il est vrai que les trois pays ne voient pas exactement de la même manière la manière de sortir de cette situation trouble en Libye. Mais je dois avouer que j'ai trouvé auprès des trois pays un soutien net à l'initiative onusienne et au plan d'action que j'ai présenté à l'Assemblée générale le 20 septembre dernier. Leaders.